tous. Séance donc du 11 janvier 2021, première partie, dans laquelle je poursuis l'examen de la notion de fraternité, à propos de laquelle j'avais montré lors de la séance précédente, la première consacrée à cette idée de fraternité, j'avais montré que cette notion nous conduit au-delà du domaine du droit, au-delà donc du juridique, pour nous faire entrer dans un territoire que l'on pourrait presque considérer comme de nature morale, en tout cas éthique. Cette notion de fraternité, je vais essayer de montrer aujourd'hui qu'elle est tiraillée, qu'elle est déchirée entre des exigences non seulement différentes, mais même en un sens opposé. Elle est tiraillée, ce sera le titre que je donnerai à cette section, entre les exigences du combat, d'une part, de la lutte, et d'autre part, de la concorde, de l'entente, voire peut-être, on peut aller jusqu'à parler d'amour, de dimension universelle. D'abord, je commence par me poser la question, fraternité de qui et envers qui? Parce que l'appel sur lequel se clôt le triptyque de la devise républicaine laisse indéterminé ce qu'un mathématicien pourrait appeler, j'utilise ici une analogie un peu évidemment audacieuse, mais ce qu'un mathématicien pourrait appeler le domaine de définition de la fraternité. Que l'on considère l'un ou l'autre des deux aspects que comporte cette notion de fraternité. Je veux dire que l'on considère l'aspect subjectif, le côté subjectif des sentiments, des affects qui commandent la fraternité, ou que l'on considère le côté objectif, je veux dire celui des conduites, des attitudes, des pratiques dans lesquelles se traduit ce sentiment. Eh bien, je le disais, que l'on considère l'un ou l'autre de ces deux aspects, subjectif ou objectif, la fraternité se définit toujours relativement à une communauté au sein de laquelle chaque membre est appelé à cette disposition, c'est-à-dire appelé à éprouver ce type d'affect et par conséquent appelé à se comporter, se conduire de telle manière à adopter telle ou telle attitude. Alors, au sein de cette communauté, chacun est en même temps appelé donc à cultiver cette fraternité et à mettre ses pratiques, ses conduites en harmonie avec cette valeur de fraternité, et d'autre part, chacun est l'objet de cette attitude, de ce sentiment. Chacun est à la fois donc le bénéficiaire de la fraternité, en même temps qu'il est obligé, au regard de cette valeur, vis-à-vis des autres membres de la communauté qui en sont, eux, à leur tour, les destinataires, les bénéficiaires. La présence de la notion de fraternité dans la devise nationale suggère, pourrait laisser penser, qu'est appelé à éprouver des sentiments de fraternité et à adopter des conduites de fraternité chaque membre de la République française, chaque citoyen au sein de la République. Peut-être même d'ailleurs, non seulement chaque citoyen, chaque ressortissant, mais toute personne, par exemple séjournant sur le territoire de la République, que ce séjour soit temporaire ou définitif. Mais on pourrait se demander si cette interprétation que je viens de suggérer, la fraternité est un commandement, une valeur qui s'impose à tout Français ou à toute personne résidant en France, séjournant sur le territoire français, si cette lecture, cette interprétation n'est pas encore trop étroite. Parce que si les valeurs de liberté et d'égalité
peuvent se prévaloir d'une légitimité universelle, comme j'ai essayé de le montrer précédemment. Ne peut-on en dire autant de la valeur de fraternité? En l'inscrivant sur ces drapeaux et au fronton de ces édifices publics, la République française, la nation française, n'a-t-elle pas voulu proclamer au monde qu'elle avait fait sien un principe qui ne valait pas seulement pour elle, mais dont la valeur s'étendait à l'humanité entière, à l'humanité en tant que telle? Le fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, celle de l'Organisation des Nations Unies, écrive en son article 1 que tous les êtres humains, je cite, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, eh bien, semble nous conduire dans ce sens. Semble une confirmation de cette idée que la fraternité pourrait avoir, même si c'est sur d'autres fondements, la même valeur universelle, la même légitimité universelle que les valeurs et les principes de liberté et d'égalité. Ça, c'est le premier problème. Vient un second problème, fraternité envers qui? Vis-à-vis de qui sommes-nous tenus, que nous soyons comme Français ou simplement comme humains, vis-à-vis de qui sommes-nous tenus à ces affects, à ces dispositions et à ces conduites fraternelles? La fraternité est, je vais employer ici un terme spécifiquement philosophique, ou plutôt je vais l'employer en une signification spécifiquement philosophique. La fraternité est un affect intentionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire du tout que c'est un affect que l'on éprouve que si l'on en a l'intention, que si l'on a le projet d'être fraternel. Intentionnel a un autre sens et signifie ici que la fraternité est un sentiment, un affect qui se rapporte directement à un objet. Être intentionnel au sens philosophique, cela signifie viser un objet. Par exemple, un état de gaieté ou de tristesse ou un état d'angoisse ne sont pas nécessairement des états affectifs intentionnels en ce sens qu'ils n'ont pas nécessairement d'objet déterminé. On peut être gai, joyeux, on peut être triste, on peut être angoissé sans l'être pour telle raison, sans l'être par tel ou tel objet. Mais, par exemple, on est toujours honteux de quelque chose. On est toujours honteux de quelque chose, à propos de quelque chose. On est envieux ou on est jaloux de quelqu'un, et pour une cause identifiable. Alors, à qui s'adresse la fraternité? Si l'humanité, dans sa totalité, dans son intégralité, si l'espèce humaine universellement considérée, constitue, je pourrais dire, idéalement, la limite supérieure du domaine définition de la fraternité, d'une fraternité qui n'exclurait personne, y a-t-il en revanche une limite inférieure numériquement en deçà de laquelle il ne pourrait plus être pertinent de parler de fraternité? Eh bien, il me semble que la réponse est oui, parce que dans la notion de fraternité se trouve implicitement contenue l'idée, une dimension d'idéal de dépassement de ses affinités personnelles, j'y insisterai un petit peu plus loin, dépassement de ses affinités personnelles difficilement compatibles avec la familiarité née d'une cohabitation effective au sein d'une communauté restreinte où tout le monde se connaît. Non seulement l'idée de fraternité n'implique pas du tout une communauté fermée sur elle-même, vivant en vase clos et repliée sur le petit nombre de ceux qui la constituent, mais il me semble qu'elle exclut tout cela. Et que ce n'est qu'en un sens figuré qu'une famille, par exemple, ou une communauté religieuse de frères et de sœurs peuvent donner lieu à des liens fraternels. La fraternité me semble ne pouvoir
prendre une signification que dans la dimension d'un groupe où précisément tout le monde ne se connaît pas, où tout le monde ne cohabite pas dans une familiarité qui est faite d'une proximité immédiate. C'est ce qui va nous permettre de montrer que, précisément comme je l'annonçais, la fraternité est un sentiment, est une disposition tiraillée entre deux directions, tiraillée selon deux directions qui sont celles tout simplement de la guerre et de la paix. Comment peut-on se retrouver frère ou sœur sans l'être biologiquement? Je laisse de côté les confrères ou les consoeurs dont l'appartenance à une même profession, le plus souvent d'ailleurs une profession libérale, parce que c'est dans ce contexte-là qu'on parle de confrères ou de consoeurs. Chers confrères, chers consoeurs, c'est la formule qui ouvre une lettre par laquelle un médecin s'adresse à ce qui s'appellerait dans un autre contexte un collègue. Mais les médecins, les avocats par exemple, disent confrères et consoeurs. On sait très bien que ce genre de confraternité est compatible avec les sentiments les moins fraternels, ces sentiments qui naissent de la concurrence, des rivalités, des jalousies diverses. Donc je laisse de côté la confraternité professionnelle. Je dirais qu'on devient frère d'abord en portant le poids du même passé pour avoir traversé ensemble les mêmes épreuves, mais aussi en combattant pour un même avenir, en visant le même idéal et en militant pour la même cause. En un premier sens, celui que je viens de mentionner, porter le poids d'un même passé, avoir partagé les mêmes expériences, on parlera par exemple de fraternité pour des personnes, par exemple, ayant fréquenté la même école ou la même institution. Et dans ce cas-là, on parle de camaraderie, on parle de camarades. Mais cette camaraderie peut s'enraciner dans, vous le savez bien, une communauté d'idées et d'actions comme celle des membres d'un même parti. Camarades, c'est l'appellation, c'est la dénomination, donc c'est l'interpellation requise dans, par exemple, les mouvements communistes. Cette fraternité-là, c'est une fraternité contre, une fraternité de lutte, une fraternité de combat, une fraternité qui unit les membres d'un groupe en les rendant unis dans le même combat contre un autre groupe, une fraternité forgée donc dans la lutte, une fraternité contre des adversaires, voire contre des ennemis. Lisez ou relisez les trépidantes, les brûlantes premières pages de ce roman de Malraux, L'Espoir, le grand roman de Malraux sur la guerre d'Espagne. Dans ces premières pages, on se bat, on s'entretue, on se fusille, on s'injurie aussi beaucoup. Et pourtant, on lit dans ces premières pages cette formule, je cite, ouvrez les guillemets, « La nuit n'était que fraternité ». La nuit n'était que fraternité. Fraternité d'armes, fraternité de combat, fraternité révolutionnaire, née, même s'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de faire la révolution, mais seulement de défendre la République contre l'insurrection fasciste dirigée par le général Franco. Fraternité de combat, fraternité acquise, fraternité cultivée dans les engagements communs, donc aussi dans les souffrances communes, et assumée jusque dans la mort pour un avenir qu'on ne connaîtra pas, qui est incertain et qu'on est quasiment certain de ne pas connaître, l'avenir de paix ou de justice que visent les militants unis dans cette fraternité, dans une fraternité de ce type. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que dans cette page de Malraux, la fraternité soit associée à la nuit, parce que quand l'obscurité fait disparaître les contours des individus, fait
se noyer tout ce qui individualise, donc tout ce qui sépare, apparaissent les liens invisibles qui unissent les individus, et ici, ces liens que constitue la chaîne qui unit d'un bout à l'autre de l'Espagne tous ceux qui ont embrassé la cause républicaine contre le fascisme. Alors, l'admission, il est évident que l'admission de l'idée de fraternité au sein d'une devise nationale et a fortiori d'une devise républicaine impliquait qu'à une fraternité de combat, une fraternité de lutte, se substitua l'idéal d'une entente, d'une coopération et d'une harmonie englobante et pacifique, dont l'idée avait d'ailleurs prévalu durant les premiers temps de la Révolution, dont l'idée va culminer dans la célébration du premier anniversaire de la prise de la Bastille. Et ici, comme je l'avais signalé au début de l'analyse de cette notion de fraternité, ici, le philosophe doit regarder du côté de l'histoire. Et du reste, ce que je vais vous dire maintenant, je le tiens évidemment des études historiques, des lectures que j'ai pu faire concernant de l'histoire de France, et je ne peux pas, évidemment, du tout ici m'en tenir à une analyse purement conceptuelle de la notion de fraternité. Le 14 juillet 1790, lors de la grande fête de la Fédération célébrée à Paris, à la mémoire pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, Lafayette avait fait le serment au nom des gardes nationaux fédérés, je cite, ouvrez les guillemets, de rester à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés, la circulation des grains et des subsistances dans l'intérieur du royaume, la prescription des contributions publiques sous quelque forme qu'elle existe, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Fermez les guillemets, fin de citation. Et non seulement il est question, il fait mention explicitement de la valeur de fraternité par laquelle se termine la citation, l'extrait que je viens de citer de ce serment. Non seulement la fraternité se trouve alors expressément et par le mot lui-même dans ce serment, mais ce serment renvoie à des questions, à des problèmes qui étaient ceux de la Révolution et qui eux-mêmes avaient directement rapport avec l'idée de fraternité, à savoir, je répète, la circulation des grains et des subsistances dans l'intérieur du royaume. À Lyon, le 30 mai de la même année, 1790, et toujours dans l'esprit de la célébration de l'anniversaire de la prise de la Bastille, eh bien, on avait juré de, ouvrez les guillemets, je cite, maintenir partout l'ordre et l'harmonie sans lesquels les sociétés se détruisent au lieu de se perpétuer. Fraternité ici ne se figure pas au mot près, mais évidemment, lorsqu'il est question d'ordre et d'harmonie, c'est bien à cette valeur-là qu'on fait référence. Toutefois, ce serment de fraternité et ce serment de protéger l'ordre et l'harmonie, à ce serment, on ajoutait à Lyon, donc dans cette fête de la Fédération de 1790, on ajoutait, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous jurons enfin de regarder comme ennemis irréconciliables tous ceux qui tenteraient de porter atteinte à la nouvelle Constitution. » Fermez les guillemets, fin de citation. Et donc, vous voyez ici, dans ce même texte du serment prononcé à Lyon en 1790,
se trouvent déjà les deux éléments constitutifs de cette idée de fraternité, ces deux éléments entre lesquels il ne peut y avoir, bien entendu, que tension. Tension ne veut pas dire que la contradiction soit irréconciliable, insoluble. Mais tension veut dire tout de même que nous avons affaire au sein d'une même valeur, la fraternité, à deux pôles entre lesquels, bien entendu, il y a une difficulté, voire une contradiction. Cette dernière phrase du serment, nous jurons de regarder comme ennemis irréconciliables tous ceux qui tenteraient de porter atteinte à la nouvelle constitution, cette partie du serment annonçait le tournant qui sera pris avec l'insurrection du 10 août 1792 et l'abolition de la monarchie. Les paroles de la Marseillaise, alors je cite, parce qu'il faut bien les rappeler, même si tout le monde les connaît, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, eh bien, ces paroles renvoient très directement à l'esprit combattant, à l'esprit de lutte, et on peut même dire à l'esprit obsidional, sentiment d'être assiégé de la République, esprit qui présidera après le 10 août 1792 jusqu'à Thermidor au déroulement de la Révolution. C'est l'esprit de Valmy, c'est l'esprit de la République assiégée, c'est l'esprit de la terreur, c'est la fraternité donc défensive d'une République menacée à la fois de l'extérieur par les troupes coalisées, par l'émigration des privilégiés, une République menacée de l'extérieur et de l'intérieur, une République qui a désormais pour principe la fraternité ou la mort. La fraternité ou la mort. La mort, celle qu'on reçoit au combat ou que l'on donne aux ennemis irréconciliables, dont il était question dans le Serment de Lyon, aux ennemis irréconciliables qui, eux, ne sont pas des frères, ou du moins, qui ne peuvent pas encore être des frères, qui le sont, bien sûr, en un sens, ils le sont, frères en humanité, mais une fraternité qui ne peut pas encore être actualisée, qui ne peut pas encore être réalisée, accomplie, et qu'on aurait évidemment grand tort à ce moment de la Révolution de prendre pour acquise, de considérer comme existant de fait, c'est un idéal sans doute qui reste à réaliser, mais tant que les tyrannies n'ont pas été abattus, eh bien, les doux liens de la fraternité, selon l'expression qui revient fréquemment dans les discours révolutionnaires, les doux liens de la fraternité sont un rêve prématuré et même un rêve dangereux, dans la mesure où croire ce rêve réalisé dès aujourd'hui, c'est évidemment désarmer le combat nécessaire contre ceux qui font obstacle à sa réalisation. Et donc, de cette fraternité que Mona Ozouf qualifie de fusionnelle et coercitive, eh bien, c'est de cette fraternité fusionnelle et coercitive que date la mauvaise réputation que la notion a longtemps traînée en France, chez nous. Une réputation qui tient au fait que cette idée de fraternité ravivera pendant longtemps le souvenir des luttes sanglantes qui ont déchiré le pays. Et c'est sans doute la raison qui explique qu'après Thermidor s'imposeront d'autres mots d'ordre, ordre et liberté, puis liberté, égalité, ordre. L'ordre évidemment, ici s'opposant directement au désordre né des combats au sein desquels s'était forgée cette fraternité fusionnelle et coercitive dont parle Mona Ozouf. Mais en même temps que cette mauvaise réputation persistera longtemps après la Révolution, le sentiment que cette révolution n'a pas été vraiment achevée, n'a pas été menée à son terme et n'a pas été jusqu'au bout à la hauteur des objectifs, des finalités qu'elle s'était fixées. En quoi cette révolution est-elle inachevée?
en quoi a-t-elle manqué à ses obligations? Eh bien, en ce qu'elle n'a pas su accomplir pleinement l'exigence de fraternité, notamment en donnant à l'idée d'égalité un contenu réel, c'est-à-dire en élevant la valeur d'égalité, la notion d'égalité, en l'élevant d'un niveau simplement juridique à un niveau social et économique, c'est-à-dire en lui donnant un contenu réel, effectif, non plus quant au droit, mais quant aux conditions d'existence et de vie des citoyens. Très tôt après la Révolution, surgira la conscience qu'il fallait non pas sans doute la refaire, car un grand bout du chemin avait été accompli avec l'instauration de la liberté et de l'égalité, mais qu'il fallait poursuivre sur le même chemin jusqu'à une égalité qui ne soit plus simplement une égalité de droit, mais une égalité de fait dans l'ordre social et économique. Et durant tout le XIXe siècle, les progrès du socialisme et du communisme vont renvoyer le balancier dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une fraternité pensée comme une disposition s'imposant universellement à l'échelle de l'humanité. L'idéal donc d'une concorde, d'une entente obtenue certes au prix de rudes combats qui sont encore à mener, qui sont encore devant nous, mais une fraternité qui pourra s'épanouir sous un ordre social enfin juste. La fraternité qu'appellent les nécessités du combat, la fraternité d'armes, la fraternité de lutte, n'étant qu'un moyen de parvenir demain au but final, à cette fraternité que chante cette fois-ci l'Internationale, qui contient les vers suivants: qu'un genre humain transfiguré sous le ciel clair de la justice mûrisse avec l'épi doré. Qu'un genre humain transfiguré sous le ciel clair de la justice mûrisse avec l'épi doré. Cette fraternité sans ennemis, c'est un sentiment communautaire diffus qui se définit comme réciprocité des dispositions bienveillantes, s'actualisant dans des conduites d'aide mutuelle, sentiments et conduites, dispositions et attitudes pratiques qui pourront enfin s'épanouir effectivement sous la condition que soit réalisée non plus seulement la chute des despotes et des tyrans, mais soit réalisé l'idéal de justice, et de justice non plus seulement considérée comme s'épanouissant dans l'ordre juridique, mais de justice sociale et économique. Il faut d'ailleurs souligner que les mouvements socialistes et communistes eux-mêmes vont être à leur tour traversés par cette ambivalence, cette ambiguïté de l'idée de fraternité. Cela se voit par exemple au fait que le célèbre mot d'ordre qui clôt en 1847 le manifeste du Parti communiste rédigé par Marx et Engels, ce slogan que tout le monde connaît, ce mot d'ordre, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Eh bien, c'est une formule dont Marx et Engels avaient obtenu qu'elle se substitue à ce qui était jusqu'alors le mot d'ordre du mouvement socialiste et communiste, mot d'ordre qui avait été la devise de la Ligue des Justes, fondée en 1836 à Paris par les premiers socialistes et communistes utopiques de l'époque, Ligue des Justes à laquelle Marx et Engels avaient adhéré dans les années 1840 et dont ils avaient obtenu qu'à la devise « Tous les hommes sont frères », elle substitue, pour se transformer en première internationale communiste, donc elle substitue le mot d'ordre « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Cette modification, cette substitution du mot d'ordre « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » au slogan « Tous les hommes sont frères », eh bien cette substitution, elle exprime le passage, la transformation, la métamorphose du socialisme et du communisme de mouvements utopiques, utopistes qu'il était,
vers un mouvement révolutionnaire fondé dans une conscience de classe, la conscience de la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat. Une autre illustration de cette ambivalence de la notion de fraternité est fournie par le phénomène de fraternisation qui a pu avoir lieu en certaines périodes dans des circonstances non plus cette fois-ci de combats révolutionnaires, mais de combats guerriers. Qu'on se souvienne des épisodes de fraternisation spontanée qui ont eu lieu pendant la guerre de 1914-1918, spécialement en 1915, sur le front entre les troupes françaises, anglaises et allemandes, à l'occasion des trêves de Noël, trêves spontanées, décidées par les combattants eux-mêmes. Il n'y avait évidemment aucun commandement, aucune directive, aucun ordre venant des états-majors, mais on a vu, notamment à Noël 1915, des soldats sortir spontanément des tranchées avec des drapeaux blancs, allumer sur ces tranchées des arbres de Noël, ce qui était un acte authentiquement anti-guerrier et pacifiste, dans la mesure où allumer un arbre de Noël, c'était évidemment se mettre à portée du tir de l'ennemi. Eh bien, on a vu se produire ces fraternisations, on a vu, vous savez, vous connaissez sans doute ces épisodes que nous racontent les historiens et dont on a des témoignages. On a eu des témoignages par des anciens combattants, par exemple, de parties de football se déroulant dans le no man's land entre les deux lignes de tranchées. Eh bien, il est évident que ces fraternisations, qui sans doute devaient quelque chose aussi à la lassitude des combattants, à leur dégoût des horreurs consécutives au combat et à la guerre, ces fraternisations étaient quelques causes qu'on leur trouve, quelques causes psychologiques qu'on leur trouve dans le ras-le-bol des poilus dans leurs tranchées, eh bien, elles avaient évidemment un sens universaliste, elles avaient un sens humaniste. Et ça, c'est donc cet aspect de la notion de fraternité auquel s'oppose l'autre aspect de la fraternité d'armes, au regard duquel, évidemment, de telles fraternisations ne pouvaient relever que de la trahison. Et c'est d'ailleurs bien sûr comme cela que le haut commandement les a comprises et les a réprimées. On peut donc dire que la fraternité ainsi déchirée entre deux pôles opposés apparaît comme, je cite ici Véronique Munoz Dardet, qui a signé l'article Fraternité dans le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale dirigé par Monique Cantos-Perver aux presses universitaires de France. Eh bien, Véronique Munoz Dardet parle de la fraternité comme, je la cite, une passerelle tendue entre deux mondes idéologiques. Une passerelle tendue entre deux mondes idéologiques. Un monde, alors, fin de citation, entre deux mondes idéologiques, fermez les guillemets, une passerelle tendue entre deux mondes, un monde du combat, un monde de la lutte menée en commun, menée ensemble avec toutes les souffrances, avec tous les dangers, y compris le danger de mort que cette lutte comporte, d'une part, et un monde de cet idéal porté par ceux-là même, souvent, qui participent à cette lutte, d'obtenir, d'atteindre enfin un état dans lequel les humains, par-delà leurs différences, par-delà leurs anciennes oppositions, par exemple nationales ou politiques, pourraient s'entendre dans une concorde universelle sous le régime de la justice. On mesure quel chemin a été parcouru au moment où se produit la Révolution, et a fortiori au XIXe siècle, quel chemin a été parcouru depuis qu'en 1757, dans l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, le chevalier de Jaucourt rédigeait l'article Fraternité. Dans cet article, l'auteur ne retenait de la notion de fraternité que ce qu'il appelle la fraternité d'armes, et encore ne la retenait-il qu'en son sens ancien, archaïque, son sens médiéval, il la définissait ainsi. Fraternité, fraternité d'armes,
ouvrez les guillemets, association entre deux chevaliers pour quelque haute entreprise qui devait avoir un terme fixe, ou même pour toutes celles qu'ils ne pourraient jamais faire. Ils se juraient, ces deux chevaliers, d'en partager également les travaux et la gloire, les dangers et le profit, et de ne se point abandonner tant qu'ils auraient besoin l'un de l'autre. Fin de citation. On mesure à quel point, une trentaine d'années avant la Révolution, notre idée moderne de fraternité était encore ignorée. Je voudrais m'appuyer sur cette définition de l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, en 1757, à savoir une association que nous, des frères d'armes, afin de satisfaire aux besoins que l'un pourrait avoir de l'autre, et définie comme le serment de ne se point abandonner, je voudrais m'appuyer sur cette définition pour m'intéresser à une autre idée extrêmement proche de celle de fraternité, mais différente. Je tiens à le montrer, c'est ce que je ferai lors de la deuxième moitié de cette séance, à savoir l'idée de solidarité. Voilà, je vous remercie et j'annonce d'ores et déjà que j'ouvrirai la deuxième partie de cette séance sur une proposition de sujet à traiter pour la suite lorsque j'en aurai terminé avec l'examen de la devise républicaine. Je n'ai jusqu'ici reçu aucune proposition suite à l'appel que j'avais lancé lors de la précédente séance, à savoir des suggestions pour un thème, pour une question, pour un problème, pour un auteur, par exemple, pour la suite des événements pour cette année de l'Université du temps libre en philosophie. Je n'ai pour l'instant rien reçu, il n'est pas trop tard, vous pouvez éventuellement toujours formuler des propositions, mais comme je n'en vois pas venir, je suis bien obligé tout de même de mettre en chantier la suite. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à tout à l'heure pour la deuxième partie de cette séance du 11 janvier 2020.